Salut à tous. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais en faire une en fin de semaine dernière, mais bon voilà, j'étais malade, c'était pas possible. En plus ouais voilà, en ce moment il fait super moche, enfin c'est vraiment pas une ambiance qui donne envie de travailler. Donc au lieu de proposer du contenu sur une langue ou sur la pédagogie, je vais plutôt en fait vous parler de l'univers l'apprentissage des langues et plus précisément d'une mode que je vois depuis pas mal de temps déjà, qui est de parler de language hacking. Donc on va voir ce que c'est. Ça fait partie des modes, des slogans qui reviennent, comme par exemple le fait d'apprendre une langue en 3 mois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En tout cas, moi j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et j'ai donné mon avis, j'ai vraiment relativisé cette formule, qui me semble souvent très exagérée. Donc maintenant on va parler de language hacking. Donc ça pourrait se traduire plus ou moins par hacking des langues, piratage des langues, et c'est souvent présenté comme une version moderne, plus efficace de l'apprentissage traditionnel des langues étrangères. Donc avant toute chose, peut-être que vous-même vous pratiquez le language hacking et que vous y retrouvez. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est pas de taper sur qui que ce soit ou de lancer des polémiques stériles, j'en ai absolument aucune envie, mais plutôt de donner mon avis, de me positionner sur une formulation, une façon de présenter les choses qui personnellement ne me convient pas et même me pose problème. Alors évidemment, cet enrobage, cette façon de présenter les choses est vendeur parce que ça donne une impression de facilité, d'immédiateté, que n'aurait pas forcément l'apprentissage comme à l'école, c'est sûr. Mais à mon avis, c'est assez trompeur. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi moi j'ai pas envie de me présenter comme un language hacker. C'est parce que tout d'abord, plus qu'une vision moderne, plus qu'une avancée, bien souvent c'est un emballage de choses qui existent déjà, un emballage de choses qui existent même depuis assez longtemps. Et finalement, c'est rien de très révolutionnaire. Parce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent language hackers, qui vont présenter comme la panacée l'apprentissage du vocabulaire en répétition espacée ou SRS. Alors que juste pour reprendre cet exemple, la théorie de la répétition espacée de Hermann Ebbinghaus, ça date quand même du 19e siècle. Et les algorithmes de répétition espacée, Supermemo, le fondateur, et puis tous les repreneurs comme Anki, Mosalingua, etc., le premier date des années 80. Finalement, présenter ça comme une nouveauté, comme une révolution, c'est assez mensonger parce que ça existait déjà bien avant. Il y a même des techniques de mémorisation qui sont héritées directement de la Grèce antique. Donc pour moi, voilà, c'est plus un enrobage, ça donne un côté glamour à une expérience qui, à la base, est plutôt vue comme pénible, ennuyeuse, scolaire. On se sent un peu plus avec le hacking, comme par exemple Neo dans Matrix, qui va apprendre le kung-fu en 2 minutes grâce à un ordinateur. Voilà, on se sent malin quoi, quand on fait du language hacking. Mais voilà, le problème c'est que finalement ça n'apporte pas grand chose de neuf en réalité. Et d'ailleurs ça me fait penser un peu à cette image construite des soi-disant polyglottes sur internet, c'est-à-dire des blogueurs ou des gens qui font des vidéos et qui parlent plusieurs langues, donc comme moi par exemple, mais vraiment en présentant ces gens comme des polyglottes, comme si polyglotte c'était un métier, comme si c'était une fonction, comme si c'était une sorte de ligue de justiciers ou de super-héros. Je vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo, mais peut-être que j'en ferai une dessus parce que cette espèce de un peu de culte de la personnalité, voilà, moi personnellement j'ai pas envie de le revendiquer pour moi-même, mais quand on parle de telle personne et les autres polyglottes, comme si c'était une sorte de communauté un peu d'élus presque, voilà, ça me gêne un peu. Et le language hacking, souvent c'est la même chose, parce que c'est souvent associé par exemple à la personnalité de Benny Lewis, donc le polyglotte irlandais, qui lui parle, il a même écrit un livre, Language Hacking. Voilà, j'ai rien personnellement, mais encore une fois, c'est une approche dans laquelle je me retrouve pas et je vais pas la porter moi-même. Donc voilà, le premier point avec lequel j'ai eu du mal, c'est que ce n'est jamais que faire du neuf avec du vieux en donnant l'illusion de la modernité, alors que ce n'est pas parce que l'éducation nationale a une approche assez archaïque qui a montré en partie son inefficacité, même s'il y a des très bons profs comme toujours, qu'il faut faire passer toutes les méthodes d'avant pour des archaïsmes, alors que finalement on les utilise à plein régime. Ensuite, l'autre problème au-delà de ça, parce que le premier point n'est pas si dramatique, le deuxième pour moi est plus grave, c'est qu'on va créer des fausses attentes. C'est un peu comme le discours qui est souvent associé à apprendre une langue en 3 mois, comme si on pouvait promettre à n'importe qui d'apprendre n'importe quelle langue en 3 mois dans une situation donnée. Alors qu'en réalité, ça dépend de tellement de facteurs que, à mon sens, on peut pas faire cette promesse. On peut pas donner un cadre à tout le monde en espérant que chaque personne arrive à y trouver son compte. Je vais vous donner une illustration. Mettons qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude d'apprendre les langues étrangères, qui en est à sa 5e, qui veut apprendre l'espagnol, qui va aller vivre en Espagne, qui s'installe donc dans une ville espagnole, il ne parle qu'espagnol toute la journée, il travaille en espagnol, il a une vie sociale en espagnol. À côté,
Il utilise des techniques de mémorisation, des techniques d'apprentissage, il travaille son accent, il travaille sur des cours, une méthode, une grammaire. Voilà, donc il est à fond dans l'espagnol. Donc peut-être que lui, arriver à parler plutôt bien espagnol en 3 mois, cet individu, il va y arriver. Alors qu'à l'inverse, si on prend une personne qui apprend une langue plus éloignée, comme le chinois, qui est inexpérimenté, qui par exemple n'a pas appris de langue depuis 15 ans, qui travaille en France, vit en France, a une vie sociale en français, et ne peut consacrer en tout et pour tout que 30 minutes par jour au chinois, cette personne ne va pas apprendre à parler bien le chinois en 3 mois. C'est évident. Donc moi personnellement, apprendre une langue en 3 mois grâce au language hacking, c'est pas une promesse que je fais parce que pour moi elle n'est pas tenable, elle ne correspond pas à ce que moi j'ai envie de mettre en avant. Parce qu'il y a trop de situations diverses et dans pas mal de cas, on ne peut juste pas tabler là-dessus. Ou alors on peut jouer sur les mots en disant qu'on va se concentrer sur les mots les plus importants, les 500 mots les plus importants, ça suffit. Alors oui, dans un sens, c'est vrai, on peut se débrouiller dans la plupart des situations de la vie courante avec 500 mots par jour. Mais à part pour voyager, pour faire un peu de tourisme, si on veut vraiment apprendre une langue par passion, si on veut vraiment s'immerger dans une culture, les 500 mots, ils vont pas suffire. Parce que ce qui fait le plaisir d'une conversation, c'est d'avoir des nuances, de l'humour, parler à bâton rompu, et juste rester dans l'utilitaire, l'utilitariste même, donc aller faire ses courses et prendre le métro. Voilà, il faut un peu plus, il faut quand même plusieurs milliers de mots pour arriver à se faire plaisir. Autre problème, c'est que pour moi, j'ai du mal à dire que les hacks sont si puissants, si utiles, parce que voilà, ça vient des États-Unis, c'est une façon de penser qui est très américaine. On va trouver des hacks, des astuces, comme si on allait en gros craquer un logiciel informatique, trouver le mot de passe et s'infiltrer dans une base de données, tout télécharger, récupérer et devenir riche en fait. Maintenant, voilà, c'est la mode, on veut hacker sa vie, on veut hacker ses finances, on veut hacker ses études, on veut hacker son chien, j'en sais rien. Donc voilà, on veut tout hacker, même les langues, soit. Donc moi, ce qui me chiffonne un peu là-dedans, c'est vraiment l'illusion de la technique qui marche à tous les coups et qui va permettre de prendre un raccourci comme si on faisait le marathon mais avec une voiture en fait. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué, ça marche pas aussi facilement, il n'y a pas vraiment de raccourci. Évidemment, il existe des techniques, des méthodes, des exercices, même des marches à suivre, des petites feuilles de route qu'on peut créer sur des points précis. Heureusement, parce que sinon la pédagogie elle-même n'existerait pas, l'apprentissage intelligent ne pourrait pas exister. Il n'y a pas non plus une sorte de méthode de piratage qui permet de tout accélérer et de griller les étapes. Parce que parfois, il y a des gens qui me contactent en voulant apprendre une langue, mais en me disant que ce qu'eux aimeraient avoir, c'est une méthode pas à pas, hyper balisée, où je dis tu fais ça puis ça. Pour les débuts, c'est peut-être possible. Mais après, surtout quand on atteint un niveau intermédiaire puis avancé, ça marche pas. Parce que apprendre une langue, c'est vraiment un processus intime. Ça dépend aussi de comment marche le cerveau, parce que sur certains points, on va être très bon, sur certains points moins bon. On va se retrouver à parfois galérer, parfois être ralenti. Voilà, il y a plein d'aléas qui font qu'on ne peut pas faire une marche à suivre de A à Z. Apprendre une langue, ce n'est pas un processus standardisé comme monter une étagère Ikea avec un plan et on assemble. Ça ne marche pas, ce serait mentir que de dire ça. Donc pour moi, l'idée d'avoir des hacks qui résolvent plein de problèmes, donc non seulement, oui, voilà, quand on dévoile un peu ce que sont les hacks, finalement, ce ne sont jamais que de la grammaire, le fonctionnement du cerveau tel qu'il devrait être exploité à l'école mais qu'on ne fait pas, donc ça, bon, ça c'est pas mal, hein. Et ça va pas forcément plus loin parce que finalement, le dénominateur commun de tous les polyglottes que je connais, c'est-à-dire je connais des personnes qui parlent 10, 20 langues, etc., c'est le travail, c'est tout, ça va pas plus loin, il n'y a pas de raccourci. À la rigueur, bien sûr, il y a un apprentissage qui est rigoureux, il y a un apprentissage avec des bonnes techniques, il y a un apprentissage qui est actif plutôt que passif, ce qui va faire la différence sur le long terme, ça va faire même une différence énorme. Mais malgré tout, c'est juste le travail en fait. Les gens qui parlent 10-20 langues, ce sont des gens passionnés qui passent leur temps à faire ça tout le temps, qui généralement travaillent dedans, vivent à l'étranger, donc se sont créés un univers dans lequel il est facile d'apprendre. Et même toutes ces personnes qui ont l'air d'utiliser les techniques les plus révolutionnaires du monde, croyez-moi, elles sont toutes passées, sans exception, par des phases de stagnation, de démotivation, de doute, bref, des passages pas marrants, mais parce qu'il faut passer par là. Et pour vous donner un exemple personnel, dans mon apprentissage du japonais, je mémorise des kanji, donc les signes chinois utilisés en japonais. Donc oui, j'utilise des techniques de répétition espacée, un logiciel qui s'appelle Anki, j'utilise des moyens mnémotechniques qui viennent d'une méthode qui s'appelle les kanji dans la tête. Donc ça, on pourrait dire que c'est du hacking et que ça fait un raccourci énorme, mais en réalité, ce que je fais depuis de longs mois, c'est que chaque jour, j'apprends 5 nouveaux kanji et j'en révise un sacré paquet, et il n'y a pas de raccourci. J'utilise des méthodes intelligentes, mais bon, voilà, c'est du travail, c'est pas toujours drôle, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà, ça a l'air un peu sinistre, je veux pas vous décourager, je veux pas vous donner l'impression que, comme Churchill le disait, ça allait être que du sang, du labeur, de la sueur et des larmes.
Vous pouvez, vous devez même vous amuser et prendre du plaisir à apprendre une langue, mais il y a quand même un facteur incompressible de travail, et on aura beau vous faire des promesses du style « apprenez les langues comme un enfant », ce qui déjà est un non-sens total parce que les enfants apprennent les langues vraiment à la dure. Ce sont les adultes qui apprennent les langues facilement, intelligemment, contrairement à ce qu'on peut dire. Ou alors, ce n'est pas grave si vous avez une grammaire approximative, faites des fautes, pratiquez. Oui, il faut pratiquer, ne pas avoir peur de faire des fautes, mais dire ce n'est pas grave si vous avez une grammaire approximative, ça aussi c'est mensonger, il faut arrêter avec ça. Si vous avez une grammaire approximative dans un premier temps, ça passera parce que vous ferez comprendre, mais si vous voulez un moment prendre de l'expérience et bien parler, il faut quand même s'intéresser à comment marche la grammaire parce que sinon les gens à qui vous allez parler, pour eux, vous allez ressembler à un débutant, ça va pas plus loin. Il faut vous faire corriger, noter vos erreurs, travailler dessus, réutiliser les phrases que vous avez apprises correctes, et c'est comme ça que ça fonctionne petit à petit. Voilà, donc la conclusion de cette vidéo, c'est que finalement, vous pouvez prendre du plaisir à apprendre une langue, mais il y a vraiment que 3 facteurs pour moi. C'est d'une part le travail régulier, des bonnes méthodes qui vont faire la différence, et être actif dans ces méthodes parce que l'apprentissage actif est beaucoup plus efficace que l'apprentissage passif, et finalement une immersion constante dans la langue. Et c'est vraiment ces 3 facteurs qui font progresser. Ça prend du temps, ça se fait très souvent pas en 3 mois pour être honnête, mais il y a un travail à fournir. Il n'y a pas de méthode magique, de hacks, de raccourcis. C'est un travail qui peut et doit rester plaisant, mais que vous devez faire. Donc c'était ma position sur le language hacking. Donc moi j'aime pas trop les paillettes, je préfère tenir un discours de vérité qui est parfois un peu dur, un peu déplaisant à entendre, mais qui à mon sens me semble plus réaliste. Donc je sais pas, peut-être que j'aurais plus d'abonnés si je parlais de méthode miracle pour apprendre les langues en 3 mois. Mais au moins, je suis cohérent avec moi-même et c'est un des plaisirs qu'on peut avoir dans la vie, c'est d'être cohérent dans ce qu'on présente, dans ses méthodes. Et je peux vous assurer que même voilà, avec tout le travail dont j'ai parlé, vous pouvez apprendre une langue et que le résultat à la fin vaut bien tous les efforts, tout le labeur qu'on est prêt à mettre dedans parce que voilà, c'est un plaisir d'arriver à aller dans un pays, pouvoir s'exprimer, s'intégrer dans des conversations, avoir une vie sociale dans une langue étrangère, découvrir des contenus. Ça demande du travail pour y arriver, ça demande du temps, mais voilà, quel plaisir à la fin. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre apprentissage. Comme d'habitude, vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, et pourquoi pas venir parler de language hacking, débattre du sujet qui reste quand même intéressant. Donc je vous dis à très bientôt, ciao!